Bonjour, c'est Macadébaran de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis au Jardin de Marie à Rennes-le-Château et je suis en compagnie de Ludovic Richer, alias Arcana, de la chaîne du même titre, Arcana, les mystères du monde. Alors tu as deux chaînes en fait, une nouvelle chaîne, tu as les mystères du monde, et puis tu as aussi Vox Mystery. Voilà. C'est tout à fait ça. Voilà. Alors tu as commencé à une époque en 2016. Vous étiez beaucoup, il y avait beaucoup de personnes en fait qui avaient commencé un peu dans ce créneau-là, un peu de l'histoire, de l'ésotérisme, tout ça, l'occultisme. Et en fait, finalement, vous n'êtes plus que deux presque. C'est à peu près ça. Bien écoute, déjà merci pour cette petite interview dans un cadre magnifique. On a la chance, ça fait longtemps qu'on en parle, donc c'était vraiment l'occasion. Pour reprendre un peu ce que tu disais, donc oui, aujourd'hui j'anime deux chaînes, donc Arcana les mystères du monde, où je traite majoritairement histoire, archéologie, mythologie, ésotérisme, sciences occultes, religion, etc. Mais toujours dans un cadre historique, sourcé, avec une certaine forme de neutralité. Et la deuxième chaîne qui me sert d'exutoire, si l'on peut dire, me permet de rentrer plus personnellement dans les sujets, notamment sur le plan de l'occultisme et de l'ésotérisme. Et par rapport à ce que tu disais aussi, quand j'ai démarré la Web TV, donc en 2016, en effet, on était une 10, 15 ou une vingtaine de chaînes à commencer en même temps. Et au bout de 3-4 années, la plupart ont périclité. C'est pas évident de maintenir la régularité. Après, moi, ma chance, si je puis dire, c'est que j'en ai fait mon métier à temps plein. Donc, fatalement, je consacrais tout mon temps au Web TV et 8 ans plus tard, ça a un peu grandi, on va dire. Et tu as commencé justement au Café des Arts à Thouars. Exactement, le Café des Arts à Thouars, donc ma ville de naissance, où j'ai tous mes meilleurs amis. J'habitais encore là-bas à cette époque. Maintenant, tu t'es installé dans le Razès, au cœur un peu des mystères de Rennes-le-Château et de tout ce qui t'anime en fait. L'épicentre des égrégores. Oui, l'épicentre des égrégores. Quels étaient tes premiers intérêts, on va dire, dans l'ésotérisme et l'occultisme, et comment tu as été amené, on va dire, à ces thèmes-là? Très jeune, je pense. Très très jeune, en fait. Dès l'âge de 6-7 ans, si tu veux, j'étais passionné par l'histoire de fantômes, de vampires, etc. Donc j'ai commencé à lire un peu pour me faire peur. Tu vois, les premiers films, L'Exorciste, j'ai vu L'Exorciste à l'âge de 6 ans. C'est une très mauvaise idée. Mais c'était comme ça. Donc j'étais passionné par toutes les affaires revenants, fantômes, paranormal, superstition, etc. L'idée de magie au sens très large, mais sans pratiquer. J'étais gamin. Et puis après est venue la période, ça rappellera à certains, on appelait la trilogie du samedi, avec X-Files, The Charmed, Buffy contre les vampires et toutes les séries dans ce sens-là. Après, j'ai eu ma phase gothique. Donc forcément, on s'est intéressé un peu plus lourdement avec mon meilleur ami à l'ésotérisme, à la sorcellerie, aux sciences occultes, le spiritisme, activité que je pratiquais toutes les semaines, donc pour des milliers d'heures de spiritisme. Ah, complètement à l'époque, c'était l'idée, mais c'est le moment de l'adolescence où on transgresse les règles, on sort un petit peu du cadre religieux classique, on veut braver l'interdit, et puis c'est un côté sulfureux un petit peu, les sciences occultes. Et vraiment, il a fallu quelques années pour que j'entre dans une recherche un peu plus sérieuse. On va dire ça, c'est intervenu à partir de 22-23 ans seulement. Et des personnages justement comme Stanislas de Gaïta que tu as abordés, qui ont été peu abordés dans l'ésotérisme ou dans les chaînes habituelles, on n'en parle pas trop. Stanislas de Gaïta. Non, Stanislas de Gaïta, moi j'ai découvert cet auteur, j'avais à peu près 25 ans et j'ai tout de suite été accroché. Alors ce qui est assez paradoxal parce que je suis pas du tout chrétien ni proche des religions abrahamiques au sens large. À l'époque, je me pensais un peu gnostique. À l'époque, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Enfin, si on pourrait faire des comparatifs entre mes croyances et le gnosticisme, il y aurait des points communs. Mais je suis pas gnostique au sens littéral, au sens mystique chrétien. Et Gaïta, ça a été une vraie révélation, même si j'ai des désaccords avec lui, sur son approche, sur son raisonnement, sa capacité intellectuelle à traiter des sujets, à entrer dans le cœur des problématiques, et notamment à ses concepts sur les égrégores, sur les dominations théurgiques, sur les formes pensées, etc. Donc j'ai vraiment été séduit par cet auteur, que j'ai dévoré assidûment, que j'ai lu un nombre incalculable de fois, et qui m'aide encore dans mes travaux aujourd'hui, dans mon raisonnement occulte. Alors c'est vrai que c'est un auteur assez peu connu aujourd'hui. C'était un auteur extrêmement connu à la fin du 19e, mais aujourd'hui dans le milieu ésotérique, il est très peu connu, et je pense avoir pris un petit peu ma part dans la revulgarisation de cet auteur à l'heure actuelle. Il y a un auteur aussi qui est peu connu, c'est Pierre Vincenti Piob. Alors que c'est vrai, mon grand-père en a parlé un peu qui tu veux à une époque, Vincenti Piob aussi, Gino Cendré, mais
grâce à ta chaîne, en fait, ça l'a fait connaître un plus large public. C'est Aussi, et Piob est quelqu'un de très important, dictionnaire de haute magie, Ouais. et qui est peu connu. Et d'ailleurs, il y a un lien avec la race d'urgence templière, Oui, notamment. en arrière-fond. Tu voudras qu'on aborde peut-être le sujet Oui. tout à l'heure. PV Piob, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un auteur éminemment connu pour Oui. les adeptes de l'ésotérisme Vénus. très engagé, on va dire, mais qui n'est pas connu du grand public, on va Non. dire. Pourquoi? Parce que c'est un auteur qui est très difficile d'accès, qui est un langage un peu élitiste, et surtout qui a écrit en fait assez peu d'ouvrages fondamentalement. Alors le formulaire de haute magie, c'est un grand classique qu'on trouve dans toutes les bonnes bibliothèques, si l'on peut dire. Mais il y en a La d'autres. clé universelle des sciences secrètes, c'est un livre qui est encore une fois extrêmement complexe. Mais surtout, ce qui est intéressant avec Piob, c'est que c'est un des auteurs qui fait partie du courant qu'on appelle l'occultisme rationnel. Donc des auteurs qui ont tenté, à l'image d'Oswald Wirth, de réconcilier un petit peu les sciences modernes et les sciences anciennes. Trouver un pont entre les deux. Et donc ça me semble intéressant, surtout aujourd'hui, de reparler de Piob, parce que c'est ce qui permet un petit peu d'éviter de sombrer dans les délires New Age, quel qu'il soit. On est sur un auteur sérieux, avec des assises solides, avec une vraie démarche scientifique, mais qui traite d'occultisme en l'occurrence. Dans une démarche herméneutique, Bien sûr. on va dire. Bien sûr. Alors tu as ressorti aussi 2 livres, donc il y a Arcana, les mystères du monde et ses civilisations oubliées. Et puis il y a également Mundi, ce sont les rites, on va dire, particuliers, les symboles et traditions. C'est ça. Le premier livre est un livre, une étude historique assez simple, entre parenthèses, où je développe les thématiques de façon plus poussée que dans mes vidéos, si tu veux, pour parler de cette jonction. Tu parles de... Dans le premier livre, la jonction entre la préhistoire et l'histoire, toute cette phase intermédiaire, la naissance des premières civilisations, décryptée un peu entre le mythe et la réalité. Le deuxième livre, qui est beaucoup plus personnel, déjà, là, c'est une vraie enquête de plusieurs Les années rites initiatiques. sur les rites initiatiques. Mais l'idée, c'était pas de faire une chronologie de tous les rites initiatiques à travers le temps, c'était d'explorer le principe même de l'initiation, le concept de l'initiation, les systèmes rituels, les comparer entre eux pour essayer de déceler la moelle, l'épicentre, la tradition commune à toutes les traditions initiatiques, si on peut dire. Alors tu as abordé aussi beaucoup de choses, hein, la GD, la Golden Dawn, aussi tu t'intéressais à tous ces courants-là, aussi l'auto. Tu avais été approché par des membres de l'auto. Oui, on a une émission prévue avec des membres de l'auto prochainement. Alors la Golden Dawn, est-ce que tu pourrais résumer ce que ça t'a apporté, entre guillemets, en termes de connaissances? La Golden Dawn, quand on s'intéresse à l'ésotérisme, 1888, c'est qui revient tout le temps. bien sûr, mais surtout la Golden Dawn, plus que beaucoup d'autres, ça revient automatiquement. Quand on s'intéresse aux sciences occultes, à un moment, on va tomber sur la Golden Dawn. Pourquoi? Parce que déjà, à peu près tous les rituels qu'on trouve de magie opérative dans les mauvais livres de supermarché, en fait, reprennent des rites de la Golden Dawn, retravaillés, resimplifiés, etc. La plupart du temps, c'est vraiment la Golden Dawn. Le rituel des tours de garde, le rituel du pentagramme, de l'hexagramme, etc. C'est toujours la Golden Dawn. La Golden Dawn s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus générique de résurgence de la Rose-Croix, on va l'appeler comme ça, 1888, même année que l'ordre cabalistique de la Rose-Croix de Guaita, notamment, donc un mouvement plus générique. La Golden Dawn, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une société occulte, avec 3 stades d'initiation. Donc le premier stade qui est très accessible, peut-on dire, un stade beaucoup plus fermé, où là on passe à la magie opérative, et un 3e stade qui est extrêmement secret, avec les hauts initiés, et même ce qu'on va appeler les supérieurs inconnus, c'est-à-dire techniquement des entités qui ne sont pas censées être terrestres. On parlait de Lovecraft d'ailleurs. Exactement. Donc la Golden Dawn reprend tout à fait le schéma des sociétés initiatiques, mais elle inclut vraiment la magie opérative avec des rites construits, ce qui n'est pas encore fréquent à cette époque. Ça le sera avec l'auto, avec l'ordre cabalistique, etc., d'autres sociétés. Mais la Golden Dawn s'est fait connaître parce qu'il y a eu des noms célèbres déjà qui l'ont fréquenté, notamment Mathers, mais même sa femme, Monia Mathers, qu'on oublie souvent. C'était une société mixte, c'était pas encore très fréquent à l'époque. Et on dit souvent Samuel Mathers, mais sa femme, Monia Mathers, qui a tenu la société encore très longtemps après la mort de son mari. Crowley a fait ses débuts à la Golden Dawn notamment. Le tarot le plus célèbre au monde, le tarot avant le tarot le Rider White, dont est dérivé le tarot tot. Le Rider White, tarot le plus vendu au monde, devant le Marseille, a été conçu par des membres de la Golden Dawn, notamment Arthur Edward White, mais aussi Pamela Coleman Smith qui l'a dessiné. Et plus tard, le tarot tot, Crowley, qui a fait ses arbres là-bas. Et alors, en parallèle justement avec toutes ces sociétés qui étaient parfois anglaises, il y a aussi les sociétés allemandes justement de l'atelier, tout ce qui est mouvement folkish aussi que tu as abordé, Lannenermod, Rotoran et
toute cette galaxie, on va dire, qui peut être très remplie de soufre, hein, mais qui est très intéressante quand on s'intéresse vraiment à l'égrégore de cette chose-là, en fait. Oui. L'histoire des sociétés allemandes, elle est vraiment basée sur ce que tu dis, c'est-à-dire un égrégore. Le mouvement Völkisch, qui est quelque chose... Félix Nieder, là, tu l'es en 1912. Le mouvement Völkisch, qui est assez peu connu aujourd'hui, tu diras, on veut l'âme du peuple, hein, grosso modo, Oui. c'est un gros mouvement spiritualiste, peut-on dire, mais version allemande. Il y avait le spiritualisme en Il y Angleterre, avait le bien mouvement sûr. de la réforme de la vie, Exactement. qui a amené Donc, vers Monte Verita. On peut le dire, même de l'écologie, une volonté de retour à la terre, Avec une certaine aussi. critique de l'industrialisation. Et de là, forcément, au-delà du mouvement plus global, vont se constituer des sociétés qui s'inspirent de ce courant et qui vont à une certaine volonté de retour au paganisme sous une forme rituelle. Paradoxalement, tout en s'inspirant des modèles de la franc-maçonnerie, qui étaient des sociétés établies de l'époque, donc qui reprennent l'architecture maçonnique, mais dans un système un peu plus pagano-chrétien, un peu entre deux. Et bon, ça dérivera c'était la avec le temps. franc-maçonnerie turque de Aussi von Sebetendorf. Tout à fait. Qui avait fait plein de rituels justement de maçonnerie turque. Et même après, l'Égyptien, Rodolphe, il était très éveillé aux veilleurs, justement, à une société des veilleurs, et aussi à d'autres sociétés égyptiennes, hein, de tradition égyptienne. Donc ils étaient comme très férus de toutes ces choses-là. Égyptienne qui est... à ce moment-là de l'histoire, largement fantasmée, parce qu'en fait, elle n'est non d'égyptienne que le nom. Oui. C'est un peu comme les rites égyptiens d'Emphis Misraïm. Qui est né à Montauban en 1815. Voilà, c'est ça. À part l'Égypte, dans le nom, en fait, il n'y a rien d'égyptien. C'est typiquement de l'hermétisme occidental, de la cabale chrétienne, soupçonné d'une architecture maçonnique. Même dans les degrés, il y a 98 degrés, il y a les chevaliers de Scandinavie, enfin, on trouve des noms... le grand maître des planisphères. Oui, le grand maître protecteur de la voûte céleste de Jérusalem. C'est très intéressant. En ce qui concerne aussi d'autres... en ce qui concerne Rennes-le-Château, quelle est ton approche, on va dire, personnelle par rapport à Rennes-le-Château? On en parle souvent ensemble d'égrégores, d'une création peut-être parfois par les chercheurs. Et même Jean-Pierre Montel en parlait de l'imaginal. C'est très intéressant, c'est ce qu'il dit. Ton approche justement de l'affaire de Rennes-le-Château et puis de ce côté justement du rêve, on va dire, qui est très présent et qui en fait un rêve se crée peut-être avec les chercheurs. Pour répondre à ta question, je vais me concentrer seulement sur ce point parce que Rennes-le-Château, sinon on a 18 heures devant nous. En fait, le surréalisme. Bien sûr. Rennes-le-Château, aujourd'hui, outre l'affaire du Pyro-Milliard, outre l'affaire de Béranger Saunière, etc. C'était Salomon, quand même. Ça, c'est très drôle. Salomon. Le journaliste Salomon. Il y a quand même une... Ça, c'est rigolo, les symbolismes. Mais l'affaire du curé au milliard en tant que telle, c'est une petite affaire qui a pris une dimension démesurée. Aujourd'hui, soyons honnêtes, l'affaire, elle est insoluble au niveau trésorier. Maintenant, si aujourd'hui on parle encore de Rennes-le-Château, c'est pas à cause de Béranger Saunière, c'est à cause de l'occultisme de Pierre Plantard et de toute sa conception. Alors évidemment, c'est facile de dire c'est une mystification, ok, mais cette mystification, elle a un but, elle est construite, elle a un sens, elle a une cohérence. C'est un processus occulte qui a pour but de précipiter les chercheurs, aux autres, dans un jeu initiatique. Ce jeu initiatique, évidemment, il est rempli d'épreuves, d'étapes, de recherches, de questionnements, tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que ce jeu originel, il a, comme un logiciel, un code, avec des éléments. Sauf qu'à chaque fois qu'un chercheur arrive dans cette affaire, il apporte ses propres fantasmes, ses propres rêves et sa propre connaissance. Donc en fait, il enrichit cette nasse, comme certains l'appellent, et ce qui fait qu'on arrive à un énorme égrégore, c'est-à-dire une énorme quantité de mythes qui s'entremêlent, qui se recoupent entre eux. C'est labyrinthique. Donc aujourd'hui, l'affaire de Rennes-le-Château, c'est une toile d'araignée qui a emprisonné les chercheurs dans cette nasse, qui fait que certains d'entre eux vont sombrer complètement dans la folie, hein, disons-le clairement, et certains autres vont développer une quête mystique qui va les porter au-delà, et ça c'est très intéressant. Mais Rennes-le-Château, le meilleur comme le pire, hein, clairement. C'est une quête individuelle dans un jeu collectif. Là, il y a aussi toute la thématique bien sûr de Pierre Plantard qui commence en Brocéliande au Tertre, qui après va à Gisors et qui vient ici à Rennes-le-Château. Donc ça c'est aussi très intéressant, c'est ce parcours il y a une sorte de triangle invisible en quelque sorte. Ou alors, on peut aussi considérer que Rennes-le-Château n'est qu'une toile de fond pour l'affaire de Pierre Plantard. C'est-à-dire que on pourrait considérer qu'en fait, il place son mythe initiatique dans un endroit qui peut permettre de le faire vivre. L'affaire du trésor, c'est la lunette. Pierre Plantard y pose son affaire et de là, les gens vont pouvoir jouer à la quête initiatique. Gisors, ça a moins bien marché. Ça aurait pu être Brocéliande, ça aurait pu être Sténès, ça aurait pu être d'autres lieux. Rennes-le-Château s'y prêtait à un moment de l'histoire. Si ça n'avait pas marché, il aurait peut-être fait ailleurs.
Oui. Et ce qui est intéressant avec la château, c'est qu'il y a tellement de pistes qu'on s'y perd complètement. Labyrinthique. Alors c'est vrai qu'il y a l'arpenteur, on va dire l'arpenteur Alain Féral, le Royaume des Morts. Qu'est-ce que tu as pensé toi, du livre qui est vraiment très particulier, très intéressant au niveau même du graphisme, des dessins, au niveau de ce qu'il a mesuré, et le côté du miroir aussi très intéressant. Du jardin, avec tout est en miroir, par exemple Thénardier est en miroir en blanc et en noir avec Sommière. C'est là qu'on arrive à la vraie problématique de Rennes le Château, C'est très intéressant, notamment ce côté du miroir. avec l'apport d'Alain Féral et Voilà. le jeu du miroir. Alain Féral est-il un chercheur de l'affaire Rennes le Château ou est-il un acteur de l'affaire de Rennes le Château? Oui. S'il est un chercheur, il a révélé Surréaliste. des choses intéressantes, mais s'il est un concepteur volontairement ou involontairement de l'affaire, comme beaucoup de chercheurs en réalité, il a apporté de nouveaux éléments, de nouvelles questions et il a enrichi les Grégor avec de nouvelles problématiques. Ce qui ne veut pas dire que ces découvertes sont fausses. Bien sûr. C'est une mise en lumière d'éléments qui sont peut-être anecdotiques, mais qui, de par son travail, sont devenus des éléments de la quête. Alors on a parlé souvent aussi de la résurgence de 1952, qui, donc on a parlé d'un certain veilleur, le château des veilleurs. Comment tu as découvert cette affaire-là et puis comment tu t'es intéressé à tout cela et fait le lien peut-être avec Rennes le Château et Gisors, comme peut-être un triangle? Disons que l'affaire des veilleurs, ou le château des veilleurs comme on veut, je l'ai découvert dans ma quête, dans une quête d'études historiques d'abord, de la résurgence templière, des résurgences templières au sens large. Donc, après avoir étudié le temple sur un plan historique, ça m'a intéressé de voir les survivances du temple réel ou fantasmé, notamment dans les courants maçonniques et notamment dans les courants paramaçonniques et notamment cette loge Villermoz de le 56, Vincent Plon. le cas des veilleurs. Alors le cas de la loge de Vincent Plon qui est lié en fait à la résurgence dite du château des veilleurs. Ce qui est intéressant avec cette affaire-là, c'est qu'elle répond un peu aux mêmes problématiques que Rennes le Château dans sa construction. C'est-à-dire qu'on a un mythe initiatique de départ, on a des protagonistes, on a une opération magique, Théologique. et de là, on a la construction d'une société secrète avec un enseignement et avec un grand trésor à l'issue, un grand trésor spirituel. C'est un petit peu la même chose avec Rennes le Château, si ce n'est que la quête se fait sur un territoire. On n'est plus seulement sur un jeu livresque ou sur un jeu mental comme au Château des Veilleurs, mais on est sur une quête de terrain. Et alors là, c'est très intéressant parce que souvent dans l'ésotérisme occidental, on a pour but d'avoir des process initiatiques qui sont uniquement symboliques ou uniquement mentales. La puissance de Rennes le Château, ce qui fait qu'elle survit encore, c'est qu'elle ne se limite pas au mental et au psychisme, mais elle s'inclut sur le terrain. Ou en gros, je prends un exemple, dans les cours initiatiques, il y a souvent les épreuves des 4 éléments, feu, air, terre, eau, qui sont... les gens se promènent autour d'un machin et touchent un peu de feu en disant c'est le feu. Ben non, à le château, on va vivre la chaleur. On va vivre la chaleur qui tape, on va vivre l'eau, on va vivre la terre, on va vivre les éléments physiquement. Donc on associe l'initiation physique à l'initiation mentale. C'est ça qui rend l'affaire très intéressante. Et qui fait qu'elle supplante l'affaire du château des Veilleurs. Alors comme Jean-Patrick Courtel le dit, quel est le but d'une résurgence templière actuellement? Alors, on peut répondre de plusieurs façons. La première, c'est si on considère qu'il y a une valeur à ce que contiendrait l'enseignement templier, on peut dire que cette résurgence est intéressante pour réveiller un enseignement perdu. Il y a une réponse beaucoup plus pragmatique qui dirait qu'en fait on est sur une histoire de monsieur qui veulent jouer aux ésotéristes et qui veulent se rattacher à un truc glorieux et mystique qui sont les templiers, et qu'en fait on est sur un fantasme d'adolescent qu'on a poursuivi parce que ça fait toujours bien de parler des templiers, de mettre une cape. Je vais pas citer l'auteur par courtoisie, mais on est souvent sur des gens qui veulent jouer aux templiers mais qui n'ont jamais vu de chevaux, qui n'ont jamais vu de bataille, qui sont des combattants de salon et qui n'ont de templiers que le nom et le titre surtout. Qui fait... Donc la réjouissance templière, soit c'est une immense blague égotique, soit c'est un vrai intérêt suivant les modèles de Mais croyance. après, elle inclut des services, elle inclut beaucoup de choses aussi. Au niveau politique. C'est la question, c'est pourquoi il y a l'appeler. quand même beaucoup de cercles intérieurs. Pourquoi l'appeler templière? Ah oui. Pourquoi l'appeler templière? Est-ce que ça a un lien historique avec l'ordre du Temple? Pour certains, oui. Pas directement. Pour certains, non. Donc on est dans le symbole. Les gens veulent se rattacher à un imaginaire templier qui leur convient et proposer un enseignement ésotérique avec une quête, avec des cercles de réseaux, d'influence. C'est des réseaux puissants en général. Oui, c'est ça. Des réseaux puissants, mais qui aujourd'hui ont largement périclité depuis l'affaire de l'OTS dans les années 90. Oui. Qui fait que, je vais citer encore Stanislas de Guaita, quand on joue avec l'égrégore des Templiers, ça finit toujours dans le feu et dans le sang. C'est comme ça, ça finit toujours mal. Du feu. Ça finit toujours mal. Moralité, une résurgence templière aujourd'hui, quel est l'intérêt? À part causer des problèmes, je ne vois pas d'autre.
Atlantis, aussi un magazine dans les années 70 avec Jacques Darès, mais bien avant, Paul Lecourt, qui a pu être l'inspirateur de Plantard, ou même peut-être le maître secret. L'un de ses inspirations. Le Héron du Val d'Or en cache, avec Pareil Monial. Quelle est ton approche aussi par rapport à Atlantis et le lien peut-être avec Rennes le Château, tout au moins déjà le Héron du Val d'Or. Le Héron, on est sur une société qui n'est pas une société qui attend le grand à monarque, l'origine, qui est une société qui est dans un courant idéologique plutôt à droite, plutôt conservateur. Oui. C'est pas une critique, hein, c'est l'air Bien du sûr. temps, il y a des différentes Comme il y a obédiences eu, en opposition. Comme il y a eu qui certains Le s'inclut, Grèce, où il y a eu d'autres c'est choses ça. qui Qui s'inclut dans un moment éléments. historique où on veut créer quelque chose, une démarche mystique, une démarche ésotérique, qui ne soit pas la franc-maçonnerie, qui ne soit pas les courants occultistes de l'époque. On est sur les Héron du Val d'Or, on est sur la tentative de remettre en avant une mystique chrétienne. Une mystique chrétienne qui se veut être une mystique qui remonterait en fait avant même le christianisme et qui serait, en gros, en plus simple, le Héron du Val d'Or propose une théorie simple qui dit en gros le christianisme existait avant le christianisme, c'est la tradition primordiale, Jésus est revenu la rappeler sur terre. C'est leur placement. Au-delà du Héron du Val d'Or, Paul Lecourt reprend cette thématique centrale, crée sa société et sa revue, avant et après-guerre, assez complexe, période trouble de l'histoire, où on s'inclut dans cette pensée de vouloir remettre en avant une mystique chrétienne, et surtout, il Atlante tente aussi. de refaire... Il y a un côté Atlante qui a repris Plantard. Justement, mais c'est-à-dire que, qu'est-ce que l'Atlantide? Est-ce un récit imaginaire? Est-ce un mythe? Est-ce une histoire vraie? Paul Lecourt, lui, il pense que c'est Il y une avait le histoire vraie. symbole en plus. Il pense que c'est une histoire vraie. Oui, mais ce symbole, est-ce qu'il l'a inventé? Est-ce qu'il l'a retrouvé de quelque part? C'est toujours les mêmes problématiques. On est dans un labyrinthe de problèmes. Neptune. Donc, pour rester simple et pragmatique, Paul Lecourt reprend la thématique du Héron et l'inclut dans une société de recherche pour dire, bon, ok, il y a l'archéologie et l'histoire, mais nous, on a envie d'intégrer d'autres éléments plus mythologiques, plus philosophiques dans cette recherche et on va tenter de coupler les deux. Ça collait avec l'époque, ça a eu un succès pendant quelques années, ça répondait à l'attente de certaines personnes et ça a eu un franc succès, disons-le clairement. Atlantis a eu un grand succès. Aujourd'hui, elle a des héritiers qui prennent d'autres noms, qui prennent, je pense, de façon très positive. Enfin, je pense à l'INRES, je pense à BTLV, je pense à des chaînes comme la mienne ou d'autres concurrents comme Nurea, d'autres personnes aussi qui Culture, veulent etc. recréer le Héron du Val d'Or, comme Romuald. Ouais, Aussi, pourquoi pas? Romuald Cassio, Pourquoi pas? qui travaille pour Atlantis. On peut vouloir réveiller un courant plus ancien. Pourquoi pas? Si ça correspond aux attentes de personnes et qu'ils y trouvent des gens qui trouvent leur compte avec ce nom et cette idée, pourquoi pas? Soyons fous. Moi, ce n'est pas ma voix, mais si les gens s'y sentent bien, aucun problème. En ce qui concerne Montségur, et justement toute la porte du Montsûr, du Mont-Salva, ou du Sangréal, la recherche, on va dire, d'Autoran a apporté une approche différente puisqu'elle a fait connaître, on va dire, le Montségur à un large public, avec Croisade contre le Graal. Et en cache, bien sûr, sans Antonin Gadal, il n'y a pas d'Autoran. Enfin, il n'y a pas le livre entre Croisade contre le Graal. Il l'a coécrit presque complètement. Alors, c'est le point de vue d'énormément de personnes. Et j'ai un point de vue différent. assez différent. Il faut savoir qu'Autoran est une de mes grandes passions, centre d'intérêt, peut-être plus que l'affaire de Rennes le Château. On peut considérer qu'Autoran, c'est le Pierre Plantard du catharisme. Oui. C'est sans Autoran. C'est un idéaliste, quand même. C'est romantique. Sans Autoran, il n'y a pas de néo-catharisme aujourd'hui. Il n'y a pas tout ce qu'on parle des cathares, tous les livres. Ça, mais sans Autoran, il n'y aurait pas eu la mise en lumière, le talent littéraire planétaire d'Autoran. Autoran, on a souvent fait de lui le disciple de Gadal, oui, sans aucun doute, et de d'autres personnes d'ailleurs. Néanmoins, il n'est pas le Gérard de Sède de Pierre Plantard. Il n'est pas juste la plume de Gadal. Gadal avait du talent, il avait son mythe, il avait son fantasme, mais en fait, Autoran a été beaucoup plus loin que lui, en réalité. Je pense que l'œuvre d'Autoran dépasse largement tous les autres auteurs du néo-catharisme. Alors, il ne s'agit pas de considérer que l'œuvre d'Autoran soit historiquement fiable, il ne s'agit pas de considérer qu'en fait, Autoran parle vraiment des cathars historiques. Non, il a créé un mythe cathare, un imaginaire, mais qui a un aspect initiatique, complètement basé sur le Parsifal de von Frank Wollenbar, bien entendu, mais on est sur une volonté de quête initiatique d'ordre gnostique, basée sur la vague histoire du catharisme à l'époque, mais qui a mis en lumière ce sujet. Mais Autoran était presque comme un Ludwig, un héros romantique, en quelque sorte, le chevalier du cygne. Il meurt dans des conditions étranges. Voilà, on ne sait pas après s'il y a eu un changement de nom.
comme l'aurait dit La théorie a fait son temps. Bernadac. La théorie de Bernadac a fait son temps. Mais le problème quand on étudie un auteur, et surtout les gens qui ont écrit sur lui, c'est qu'il faut savoir pourquoi les gens écrivent sur quelque chose, quelle est leur pensée, quel est leur centre d'intérêt, quel est leur objectif. Christian Bernadac, malgré tout son talent, il a deux biais. Le premier biais, c'est qu'il déteste Autoran intimement. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'il veut salir. Donc la théorie de la survivance d'Autoran en Rudolf Rahn a fait son temps, mais aujourd'hui, il ne tient pas historiquement par rapport aux études récentes, notre connaissance des personnages qui ont été à deux lieux en même temps, au même moment. On a retrouvé les traces de Rudolf Rahn au moment où l'autre Rahn, celui qui nous intéresse, était ici. On le voit ailleurs, à d'autres endroits. Alors quel est ton avis sur le fait qu'ils cherchaient tous les deux le Graal-Pierre justement dans des barques dans les années 30, à Ornolac, ils le cherchaient un peu partout, dans Bédéillac, oui, dans tout ça, donc Gadal et Autoran. Est-ce que le Graal aurait pu être emporté dans ces grottes-là, ou ce serait des parchemins peut-être cachés? Du coup, on reprend le problème. Il y a toute l'histoire des tables d'émeraude aussi, Lucifer. On prend le problème un tout petit peu à sa base. Y a-t-il des gens qui ont cherché le Graal dans les Pyrénées et qui n'étaient pas pyrénéens à la base, à part Rahn? Maintenant, quand on cherche l'Atlantide, bizarrement, quand on est normand, on le recherche dans la mer du Nord, quand on est israélien, on le cherche dans la mer Morte, quand on est berbère, on le recherche dans le désert de Mauritanie. On personnalise les mythes, on veut que ça soit chez nous. Donc forcément, quand on est sensible à la cause cathare et qu'on habite dans les Pyrénées et qu'on s'intéresse aux légendaires arthuriens, le Graal devient dans les Pyrénées. Ça, c'est une quête fascinante, mais je n'en dirai pas beaucoup plus aujourd'hui, parce que j'ai des projets en ce sens. Donc, en revanche, derrière ce mot Graal, on peut imaginer tout ce qu'on veut. On peut imaginer un secret, un trésor, des parchemins, un enseignement, tout ce qu'on veut. Et on met le mot Graal. Qu'il y ait un enseignement dans le Sabartès basé sur des époques plus anciennes, type cathare par exemple, pourquoi pas? Objectivement, que les cathares aient eu des écrits basés sur leurs enseignements, certains évangiles légèrement altérés, des évangiles gnostiques, pourquoi pas, qui soient perdus dans le Sabartès, ou qui étaient évacués en Ségur, comme certains le disent, objectivement, ce n'est pas délirant. On peut l'imaginer, on peut l'hypothétiser. Est-ce que Rahn en a retrouvé? C'est peu probable. Il y a eu des opérations après aussi. Il y a eu des opérations après, mais que Rahn ou Gadal en ait retrouvé, c'est extrêmement peu probable. Que des opérations après les ait retrouvées, c'est envisageable, mais sans source, on n'a que des hypothèses. Sur un autre sujet, il y avait aussi Pauwels et Bergier, tout ce côté du matin des magiciens, et qui ont apporté un autre courant qui s'appelait le Grèce, la grande recherche des études indo-européennes. Et en cache, il y avait l'idée nominaliste, Alain de Benoît. C'est des choses qui sont assez peu connues ou qui ont été vraiment oubliées, comme de l'horloge, toutes ces choses-là. Est-ce que tu t'es intéressé un peu à ces courants-là qui sont vraiment assez underground, on va dire, non, pas qui ont disparu? C'est pas un sujet de recherche que j'ai poussé. Juste pour toucher juste un mot rapidement sur Pauwels et Bergier, le matin des magiciens, on est sur un livre qui s'inclut dans ce qu'on appelle le réalisme fantastique, qui consiste en gros à prendre trois éléments réels et à rajouter un quatrième élément imaginaire au centre pour les relier entre eux et pour créer un sens logique à tout ça. C'est une méthode littéraire volontaire de leur part qui, de prime abord, est sur un point de vue extrêmement critique, voire sceptique, pour se dire en fait c'est une vaste blague, ce livre n'a aucun intérêt, c'est un énorme bullshit. Puis sur un autre aspect, on peut aussi considérer que ce livre a un intérêt, c'est d'égayer l'imaginaire, d'égayer le merveilleux et de pousser des gens dans la recherche. Donc au final, ce livre a un intérêt, c'est qu'il a passionné des générations de lecteurs, et ces lecteurs sont devenus des cherchants dans tous les domaines qui ont été cités, et ont apporté des choses intéressantes. Donc ce livre a un intérêt. Il y a aussi toute la liste de Brocéliande qui serait peut-être toute une quête alchimique. Tous ces mythes seraient peut-être une carte alchimique. Pourquoi pas? Sauf que Brocéliande est Brocéliande depuis quand? Tradition. Brocéliande est Brocéliande depuis quand? Oui, Brocéliande. Oui, alors au-delà des dérives de nom, en fait, le premier qui cite la forêt de Brocéliande, des noms dérivés, mais peu importe, c'est Weiss, Robert Weiss. On est au XIIe siècle. Il cite la forêt de Brocéliande. Il donne quelques indications géographiques, il la base vers le comté de Moron, etc. On cible à peu près. Mais ensuite, c'est seulement au XIXe siècle, fin XIXe, avec Félix Bellamy, qu'on cible réellement Brocéliande, qu'on décide que Brocéliande, c'est là. Alors, du coup, c'est comme l'affaire de Rennes-le-Château. C'est comme l'affaire de Rennes-le-Château. Est-ce qu'on a collé l'imaginaire de Brocéliande à cet endroit et donc cet endroit est devenu magique, ou est-ce que l'endroit était magique avant? C'est la même question pour Rennes-le-Château. Je n'exclus aucune des deux hypothèses. Ce qui est intéressant par contre, dans le mythe arthurien, c'est que, en fait, Brocéliande, au gré du temps,
après Félix Bellamy, tout un tas de mythes se sont agrégés. On y a rajouté des éléments qui n'existaient pas dans le folklore local à l'époque, et on les a rajoutés dessus. Notamment, ce cher Jean Marcal, qui a rajouté énormément de légendes qui n'existaient pas à Brocéliande. Notamment le fait qu'on ait rapatrié Lancelot. Ça fait penser un peu à l'île des Veilleurs de Bison. Quand on avait en fait la légende arthurienne bien avant, les mythes arthuriens ils sont dispatchés sur les territoires français, notamment en Champagne, en Anjou, en Bretagne, etc. Et en fait, à un moment, on a centralisé toutes les légendes arthuriennes sur ce petit territoire de la forêt de Pimpon, qui est devenu Brocéliande, et qui, du coup, aujourd'hui, a un vrai égrégore. Ah bah il y a l'église de Trérentoc, l'église du Graal avec l'abbé Gillard. Mais ça avait déjà commencé, la mythification de Brocéliande, et surtout l'égrégore. L'abbé Gillard a eu sa part. Et Plantard qui a grandi au Tertre. Aussi, les histoires bibliques sont reliées. Tout est relié aussi. Bien sûr. Mais Brocéliande, oui, il y a quelque chose de très particulier à ces choses-là, mais il y a aussi tous les châteaux alchimiques, l'hôtel allemand, tous ces endroits aussi intéressants. Jacques Coeur avec Bourges. Prends un exemple bête idiot. Imaginons que je devienne très très riche et qu'un jour j'ai les moyens de m'offrir un château. Je vais m'offrir un château. Et donc je vais faire des décorations, je vais faire des petites choses dans les jardins, etc. Et vu mon intérêt et mon goût pour le culte, je vais y placer tout un tas de symboles, par goût personnel. Une fois que je vais mourir, les gens viendront dans ce château et tenteront de décoder les symboles que j'ai voulu laisser, alors que c'était peut-être simplement que j'étais passionné du sujet. Donc le problème, c'est toujours la lecture d'un monument a posteriori. Sont-ils réellement alchimiques, ou nous les voyons-ils comme étant alchimiques? La question est posée, et encore une fois, la réponse est ardue. L'église de Brédac, par exemple. Mais c'est pareil avec l'église de Rennes-le-Château. Oui, le château, Campagne-sur-Aude aussi. Beaucoup de lieux. Espéraza, Notre-Dame de Marseille, plein d'autres endroits. Ouais. Alors tu as 300 000 abonnés presque, pratiquement, là, maintenant, qui arrivent. Hein. Sur quel projet travailles-tu en ce moment, ou un projet d'un autre livre? Oui, j'ai deux projets littéraires en cours. Un gros projet que je vais garder secret. Et un deuxième projet qui va traiter de la sorcellerie en France, des grands possèdes de sorcellerie en France, et notamment possession démoniaque, des rites, etc. Donc c'est un projet littéraire qui est en cours et qui va prendre son temps. Sinon, en vidéo, j'ai plusieurs projets en cours. Je travaille sur un gros cycle de vidéos sur la franc-maçonnerie, 3 vidéos. Sur la franc-maçonnerie, on va parler de l'histoire, on va parler du mythe fondateur, on va parler des rites, on va parler des gens, on va parler des dérives, on va parler de tout. Dresser toute l'autopsie de la maçonnerie. J'ai un gros projet aussi sur l'ésotérisme asiatique japonais, où je vais traiter du Shugendo, de l'Omnyodo, enfin plusieurs traditions qui sont assez peu connues dans nos contrées, notamment de leur rite initiatique, de leurs croyances, etc. C'est un gros projet en cours, notamment. D'accord. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Eh bien, je ne sais pas. Déjà un grand merci à toi pour ce petit moment de partage. Juste un message, oui, pour les auditeurs. Je peux parfois dans mes propos avoir un tempérament un peu sceptique, tenter de remettre un petit peu d'histoire, un petit peu de source, être un petit peu sceptique tout simplement sur le sujet. Tu es prudent surtout. Mais surtout pourquoi je suis comme ça. Moi, par nature, je suis un croyant. On me raconte une belle histoire, par nature je suis émerveillé, enchanté, et c'est mon biais, j'y crois. Donc vu que je me connais bien, et que je connais ma tendance, mon appétence à croire, j'essaie justement de lutter un peu contre moi-même et de mettre un petit peu de forme, un petit peu de cohérence dans la recherche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mystère, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de légende, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas creuser. Ça veut simplement dire qu'il faut être prudent et que le diable se cache dans les détails. Et donc prendre un petit peu le temps pour serpenter dans juste à côté. Serpentons avec le fil d'Ariane, le fil de la raison, dans le labyrinthe des mystères. Attention Minotaure. Bien, merci Ludovic. À très vite, à très bientôt.